Petite introduction, donc merci d'être toujours aussi nombreux et nombreuses sur ces visios. Je crois que Cyrielle avait récapitulé l'ordre du jour. C'est une grosse partie sur le Covid, les positions, les questions d'autorisation d'absence, etc. Et puis aussi une deuxième petite partie sur quelques rappels, quelques petites infos, comme le disait Cyrielle, sur le signalement, la promotion interne, le livret d'accueil, hygiène, sécurité, et puis aussi les formulaires des référents. Ça, c'est peut-être un peu plus nébuleux pour vous, mais on y reviendra sur la deuxième partie de la visio. Vous allez voir, on va vous mettre à contribution, mais de manière vraiment très très rapide, parce qu'effectivement, vous avez beaucoup d'actualités, surtout en ce moment les budgets certainement, mais également d'autres. Voilà. Donc voilà un petit peu pour le menu de cet après-midi. Bah, écoutez, Brigitte, allez-y. Enfin, je sais pas qui commence. Oui, Pour vous. je vais laisser. Allez. Voilà. Déjà, bonjour à toutes et à tous. J'ai oublié de vous saluer dès le départ. Voilà, donc Brigitte Valdener, donc je suis responsable du pôle carrière et instance paritaire. Donc je vais laisser la parole tout de suite à Sandy Fellman qui va se présenter également. Voilà. Donc bonjour à tous, Sandy Fellman, donc du service carrière. Donc on va revoir les positions des agents face au Covid. Donc tout d'abord, je vais partager mon écran pour vous montrer sur le site internet où se trouvent les informations. Hop. C'est bon là, tout le monde voit mon écran? Oui, c'est parfait, oui. Oui. Ok. Donc sur le site du centre de gestion, donc vous avez un onglet Covid, actu et accompagnement. Ensuite, vous avez information générale et gestion des personnels. Là, vous retrouvez toutes les foires aux questions en dessous, là, circulaire foire aux questions. Les articles, par exemple, là, l'impact du troisième confinement sur les personnels territoriaux. Et le tableau récapitulatif des positions, donc on va voir aujourd'hui. Hop. Donc là, normalement, vous voyez le tableau des positions. Est-ce que c'est visible, lisible pour tout le monde? On peut zoomer un petit peu, ouais, si Ouais. c'est possible, Sandy. Comme ça? Ouais, super. Mieux. Ouais. Voilà. Donc tout d'abord, on va voir pour les personnes qui sont placées en isolement parce qu'elles sont cas contact ou alors qu'elles cohabitent avec une personne positive au Covid. Donc si elles peuvent télétravailler, elles sont placées en télétravail. Sinon, elles sont placées en autorisation spéciale d'absence. Donc l'agent doit se déclarer sur déclaramélie.fr. Il fournit ce justificatif, en fait, il recevra un certificat d'isolement. Il fournit ce justificatif pour être placé en autorisation spéciale d'absence. Pour les agents IRCANTEC, l'employeur doit demander les indemnités journalières par net entreprise. Donc c'est une autorisation spéciale d'absence, donc la rémunération est maintenue et il n'y a pas de jour de carence qui est appliqué à l'agent. Donc pour le télétravail, c'est Séverine qui va vous en parler. Est-ce que je coupe l'écran ou Ouais, tu peux si tu veux, ouais. hop, voilà. Ok, merci. Donc je me présente, Séverine Gonir, gestionnaire carrière. Donc moi je vais vous parler donc du télétravail. Donc le télétravail, c'est aujourd'hui un peu le mode de travail qui est généralisé. Donc il doit être mis en place dès que c'est possible. C'est donc notre ministre de la Transformation de la fonction publique et territoriale, donc Amélie de Montchalin, qui a insisté sur ce renforcement. Donc c'est les administrations et les établissements publics de l'État se doivent aussi d'être exemplaires. Le télétravail est la règle pour les agents dont la fonction peut être exercée totalement ou principalement à distance, bien entendu. Toutefois, donc afin de prévenir également le risque d'isolement, les agents dont les fonctions peuvent être exercées totalement et principalement à distance. Excusez-moi, c'est ma première, hein, je suis désolée. Pas de souci. C'est pas facile. Non, c'est pas facile, les affres du direct. Mais allez-y, Séverine, il n'y a pas de Non, problème. voilà, merci de votre compréhension. Donc, voilà, toutefois, donc pour prévenir les risques d'isolement, les agents qui en éprouvent totalement le besoin peuvent sur demande se rendre un jour par semaine donc sur leur lieu de travail. Il y a donc les modalités de mise en place pour le télétravail. Donc, une délibération doit être prise ainsi qu'un arrêté. Mais en fonction de l'urgence de devoir être en télétravail, les administrations ne sont pas obligées de le faire tout de suite. Par contre, je peux vous partager mon écran et vous montrer où on peut trouver sur le site du centre de gestion, donc où se trouve le modèle d'arrêté. J'y vais, je partage mon écran. Vous me dites si c'est bon. Oui.
Oui, C'est bon. ok. Donc sur le site du centre de gestion, donc nous allons sur l'onglet carrière et instance paritaire. Ensuite, nous allons sur dans le petit ascenseur au niveau des modèles d'actes et on va aller cliquer sur organisation et fonctionnement. Et là, donc, vous pouvez télécharger dans la délibération pour le télétravail. Voilà, donc vous l'enregistrez et puis vous pouvez la travailler. Donc là, je ferme. Voilà. Ensuite, je reviens. Hop. Je voulais également vous parler donc également du dialogue social qui est important. Donc le dialogue social a également toute son importance au niveau de la mise en place des modèles D sur l'organisation du télétravail. Il est également aussi important de ne pas oublier de garder le lien avec ses agents. Donc une vigilance renforcée doit être exercée à l'égard de l'ensemble des agents. Il est important donc de garder ce lien et il y a des modes de communication tels que les visioconférences, comme on fait aujourd'hui par exemple, les audioconférences, la messagerie, le téléphone. Et également, je vais vous repartager mon écran parce que le gouvernement en fait propose sur un site différents outils pour pouvoir échanger avec les agents. Donc je vous repartage et je vais aller chercher les outils de collaboration. Hop. Donc l'adresse internet, je pourrais également vous la redonner. Vous voyez mon écran? Non. Ah non. Alors, je partage. Là, c'est bon, ça devrait être bon. Oui, ça vient. Ouais. Donc voilà, donc sur ce site donc, du gouvernement, il nous propose différents outils collaboratifs, donc tels que l'audioconférence, la webconférence, le chat. Donc c'est assez simple apparemment. J'ai pas testé vraiment, mais tout est bien noté. Vous voyez, on vous dit comment accéder au service, comment ça marche. Donc vous cliquez sur rendez-vous. Et là, donc apparemment, on peut s'inscrire et j'ai vu, être jusqu'à 50 participants. Donc ça peut être des idées de mode de communication pour les collectivités avec leurs agents. Il y a également donc le kit du télétravail que vous pouvez également consulter. Également, je vous remettrai le lien qui vous permet mais je crois qu'on le retrouve également sur le site du centre de gestion. Oui. Le lien qui permet d'accéder au kit du télétravail. Donc, il y a également vous pouvez le suivre également sur YouTube. Ça vous permet de voir et également de pouvoir le télécharger. Voilà. Je vous parlerai également donc des agents vulnérables et du télétravail. Donc, lorsque les missions exercées peuvent l'être à distance, bien entendu, l'agent vulnérable doit être placé en télétravail pour l'ensemble de son temps de travail. L'employeur pourra se rapprocher du service de médecine professionnelle et préventive afin de pouvoir mettre en place les meilleures conditions de travail. Toutefois, si le télétravail n'est pas possible pour les agents vulnérables, il appartiendra à la collectivité de mettre tout en œuvre pour que les conditions sanitaires soient respectées. Voilà, je vais laisser la parole à ma collègue Sandy au niveau des tests Covid. Oui. Ouais. Juste Sandy, un petit rappel, n'hésitez pas à poser les questions, il y en a déjà une intéressante sur le chat. On finit la présentation, puis ensuite on essaiera de revenir sur ces questions-là. Hein. Oui. Oui, Alors, hop, je repartage mon écran. Donc, on va voir la situation des agents lorsqu'ils réalisent un test Covid. Donc, si l'agent il réalise le test de son propre chef sans avoir forcément de symptômes, dans l'attente des résultats, il ne bénéficie pas d'autorisation spéciale d'absence. Il doit venir travailler. Il peut poser des jours de congé ou de RTT sous réserve des nécessités de service. Donc, si l'agent présente des symptômes et doit subir un test, donc on va se référer à ce que je dis tout à l'heure par rapport à l'isolement. Donc, s'il peut télétravailler, il est placé en télétravail. Sinon, il est placé en autorisation spéciale d'absence avec un justificatif de l'assurance maladie car l'agent doit se déclarer sur déclaramélie.fr. Et pour les agents Ircantec, donc l'employeur pourra demander également de bénéficier des indemnités journalières. Si l'agent a été testé positif au Covid,
il est placé en congé de maladie ordinaire à la date de la constatation de la pathologie, donc dès lors que le test est positif. Il est placé, donc en fait, il va suivre le traitement, donc soit à plein traitement, soit à demi-traitement en fonction de ses droits. Par contre, jusqu'au 1er juin, il n'y a pas de jour de carence qui est appliqué. Et pour les agents relevant du régime de l'IRCANTEC, l'employeur doit réaliser une demande de subrogation pour percevoir les indemnités journalières sur Net Entreprise. Donc ça, en ce qui concerne le jour de carence, donc il y a un décret qui est venu confirmer cette date du mois de juin. Donc c'est le décret du 2 avril 2021. Voilà. Le jour de carence, c'était l'un des sujets chauds entre les partenaires sociaux. Mais effectivement, pour l'instant, on part jusqu'au 1er juin 2021. Après, on ne sait pas, ça va être des décrets qui vont paraître au fur et à mesure en fonction de la situation. Donc, je reprends la main en ce qui concerne les personnes à risque. Donc, voilà, Sandy, donc tu es sur cette page. Bon, là, rien n'a changé par rapport à ce que vous avez connu précédemment. Donc, les agents qui sont considérés comme personnes vulnérables ou à risque, bien sûr, c'est placement en télétravail, donc prioritairement, si cela est possible, sur l'intégralité du temps de travail et si les missions exercées le permettent. Si impossibilité de recourir au télétravail, donc travail en présentiel, avec mesures de protection renforcées, donc isolement du poste de travail, respect renforcé des gestes barrières, application de mesures de protection sur les lieux fréquentés par l'agent, absence ou réduction maximum du partage du poste, nettoyage, désinfection renforcée du poste, adaptation des horaires d'arrivée et de départ, mise à disposition de masques, etc., etc. Donc, si il n'y a pas possibilité de recourir au télétravail, s'il n'y a pas de possibilité par la collectivité de mettre en œuvre toutes ces mesures de protection que je viens de citer, la collectivité doit placer l'agent en ASA. Elle devra également penser peut-être à réaffecter temporairement l'agent sur un autre emploi de son grade, avec mise en place de conditions de travail aménagées. Voilà. Donc, si tout cela n'est pas possible, alors l'ASA, bien sûr, le placement en ASA s'avère possible. Voilà. Les justificatifs en ce qui concerne les personnes à risque, donc c'est présentation d'un certificat médical attestant de la vulnérabilité de l'agent. Si l'agent est âgé d'au moins 65 ans, ce n'est pas nécessaire. Si l'agent venait être en désaccord avec l'employeur sur les mesures de protection qui lui sont proposées sur le lieu de travail, l'employeur doit saisir le médecin de prévention qui rendra un avis sur la compatibilité des aménagements prévus. Voilà. Dans l'attente de l'avis, l'agent est placé en ASA. Alors, en ce qui concerne les indemnisations pour les employeurs, on avait précisé dans notre tableau, c'est toujours le cas, quant à la possibilité d'indemnisation, la circulaire ministérielle que nous avons eue récemment, la plus récente du 2 avril, nous annonce que c'est possible, que l'indemnisation est possible. Ça reste à vérifier puisque bon, on n'a pas eu de cas, nous, dans notre collectivité, donc on ne peut pas le vérifier, nous, de notre côté. Je ne sais pas si parmi les collectivités qui nous écoutent, vous avez été confrontés à ce problème bien particulier. Bon, voilà, a priori, ce serait faisable. Voilà, en ce qui concerne les personnes à risque, je rajouterai une petite chose, puisque c'est une question qui nous a été posée par quelques collectivités. Est-ce que dans la mesure où la vaccination est en train de se mettre en place et que les personnes à risque ont été invitées fortement à se faire vacciner, voilà, est-ce que la collectivité doit laisser en ASA les personnes dites à risque? Donc, bien sûr, dans l'attente que les vaccinations puissent s'ouvrir à tout le monde, avec toute tranche d'âge confondue, on ne peut pas exiger d'un agent qu'il se fasse vacciner. Hein, ça reste donc une possibilité pour les agents. Ce qui est prévu également, c'est que jusqu'au 31 décembre 2021, les personnes peuvent rester dans cette situation, sauf si un décret vient entre-temps proposer une date butoir. Bon, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc, on doit laisser les agents dans cette situation s'ils remplissent les conditions, bien évidemment, jusqu'au 31/12/2021.
sauf nouveau texte. Donc, c'est ce que je viens de dire. Voilà, donc dès lors que la vaccination s'ouvrira à tout le monde, on espère le plus vite possible, voilà, après la question se posera, est-ce qu'on peut imposer à un agent de se faire vacciner? Je ne pense pas, donc ça ne sera jamais possible. J'ai même lu qu'un employeur ne pouvait même pas demander à un agent s'il s'était fait vacciner ou pas. Donc ça reste voilà, confidentiel. Donc c'est certain que ça pose donc de nombreuses questions dans les services RH de vos collectivités. Voilà. Donc aujourd'hui, la règle, c'est de laisser en ASA, bien sûr, vos agents qui sont considérés comme personnes à risque. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions par rapport à tout ce qu'on vient de dire déjà sur les cas contacts, les personnes positives ou les personnes à risque. Voilà. Je ne sais pas. Ouais. Pour l'instant, il y a beaucoup de questions, enfin, il y a des questions, pardon, sur le télétravail. On va y répondre juste après, hein. Oui. Mais voilà, pour récapituler, effectivement, vaccination ou pas, là, pour le coup, on n'a pas de précision. Elles viendront peut-être en cours d'année. Tout à fait. Voilà. Après, sur peut-être un point quand même sur les vaccinations, il y a quand même quelques professions, surtout dans les EHPAD territoriaux, où les vaccinations peuvent être obligatoires pour les personnels soignants de mémoire. Bon, ça, c'est encore un autre cas de figure. Mais pour le Covid, il y a tout à inventer, parce qu'on ne sait pas du tout et il n'y a pas vraiment de tendance. En tout cas, les seules positions qui ont été fixées pour l'instant, c'est que la vaccination n'est pas obligatoire. Hein, elle est fortement recommandée. Le service de médecine chez nous, comme globalement tous les services de médecine professionnelle, incitent à suivre les phases de vaccination selon l'état de santé des agents. Donc, il n'y aura pas de vaccination par le service de médecine, mais vraiment, et les tendances actuelles vont vers des centres de vaccination, des vaccinodromes, même si on nous les annonce que pour le mois de mai, concernant les vaccinodromes. Mais voilà, pour l'instant, c'est le système de vaccination, on va dire, soit de ville, soit hospitalier, qui est en marche pour les agents territoriaux. Et je terminerai pour les personnes à risque en ce qui concerne les agents proches des personnes vulnérables. Là, donc, pas d'ASA possible. Lorsque le recours au télétravail n'est pas possible, ceux-ci ne peuvent être placés en ASA. Donc, il n'y a pas de disposition prévue pour ces personnels. Donc, l'employeur doit leur assurer une protection complémentaire, notamment mise à disposition de masques sur les lieux de travail, aménagement du poste, bureau dédié ou limitation du risque. Voilà. Alors, s'il n'y a pas de questions à proprement parler, elles viendront peut-être, mais on peut aborder les questions sur le télétravail. Et puis, il y a une petite question sur la subrogation. On nous demande si elle est obligatoire pour les agents Aircantec. De mémoire, c'est pas obligatoire la subrogation. On va dire que c'est conseillé parce que ça peut fluidifier le traitement, mais il n'y a rien d'obligatoire dedans, hein, je crois. Non, oui, c'est conseillé. Je te laisse répondre, Sandy, vas-y. Oui, c'est conseillé, mais c'est pas obligatoire, oui. Parce que normalement, le maintien de la rémunération, alors surtout pour les autorisations spéciales d'absence, on doit quand même maintenir la rémunération, donc c'est pour ça que c'est plus conseillé d'avoir une subrogation. Ouais. Alors maintenant, les questions sur le télétravail. Pour le télétravail, oui, ça, oui, je peux alors répondre. on nous demande est-ce qu'il faut un avis. Voilà, allez-y, Brigitte. Oui, donc avant de pouvoir délibérer sur le télétravail, il faut saisir non pas la CAP comme c'est indiqué dans la question, mais le comité technique. Donc en amont, c'est-à-dire préalablement à la délibération. Donc en fait, la délibération sur le télétravail, elle va fixer le cadre, elle va fixer en quelque sorte une charte ou un protocole, hein, comme on veut, qui va fixer tous les grands principes de fonctionnement du télétravail. Donc, quel matériel est mis à disposition pour les télétravailleurs, quel sera le temps de travail, enfin voilà, aussi peut-être aussi les modalités d'indemnisation, puisqu'on en parle beaucoup en ce moment, pour les agents qui télétravaillent, le rythme de télétravail, 1 jour, 2 jours, sachant que c'est 3 jours maintenant maximum. Est-ce qu'il y aura des jours flottants, pas flottants? Voilà, donc toutes les nouvelles modalités qui ont été introduites assez récemment doivent être écrites et inscrites dans une charte afin que tous les télétravailleurs potentiels puissent s'y référer et pouvoir le faire fonctionner correctement. Voilà, donc avis du comité technique, saisine du comité technique et ensuite délibération pour fixer de façon officielle ce système et ensuite prise d'un arrêté pour chaque agent donc qui est autorisé à télétravailler. Alors, comme l'a dit tout à l'heure ma collègue Séverine, en cette période un peu particulière sanitaire,
Donc, si les arrêtés ne sont pas pris, s'il n'y a encore pas de délibération, ce n'est pas gravissime. Ça peut se régulariser, bien sûr, dans les mois qui suivent, les semaines qui suivent. Ouais. Juste pour préciser, effectivement, là, quand on est confiné et obligé de télétravailler 5 jours sur 5, on n'est pas à proprement parler sur un protocole, un C'est ça. fonctionnement télétravail, mais un Covid-travail. C'est-à-dire que, imaginez que vous ayez du matériel pour faire télétravailler les gens, mais que vous n'avez pas de protocole. La règle, quand même, c'est le confinement, donc télétravail 5 jours sur 5, dont vous pouvez travailler à distance. On va utiliser cette expression-là. Oui. Vous pouvez travailler à distance sans avoir de protocole télétravail. Ce qui ne vous empêche pas de saisir l'occasion, là, effectivement, de commencer à discuter avec vos représentants du personnel ou avec le personnel pour commencer à réfléchir, voire même éditer ou passer au comité technique une charte ou un protocole télétravail qui s'appliquera lorsque l'on ne sera plus confiné. Hein. Parce que là, comme l'a dit Brigitte, la réglementation limite à 3 jours par semaine le télétravail. Bon, bah, aujourd'hui, on est quand même dans une situation où on nous dit c'est 5 jours sur 5. Donc, vous voyez bien que même si vous avez un protocole, ceux qui ont un protocole télétravail ne l'appliquent pas aujourd'hui parce qu'on est obligé de télétravailler 5 jours sur 5. Voilà. Mais à défaut, au moins une note de service pour essayer de cadrer ce Covid-travail dans les médias, là, parce qu'on est confiné, voire même également après la fin de ce confinement qui, en théorie, devrait durer 4 semaines. Il est évident qu'après ces 4 semaines-là, on ne va pas retrouver une vie normale. Je pense que tout le monde est assez lucide sur la situation. Même si on est déconfiné, il va y avoir toute une série de mesures quand même de préconisation du télétravail pour que du travail à distance pour qu'on reprenne une vie en douceur. Hein. Je pense que on va pas revenir à la vie d'avant du jour au lendemain après ces 4 semaines de 3e confinement. Je pense qu'on a dû répondre. Il y avait une question, Madame Heitz, pour le télétravail, faut-il mettre des dates définies sur l'arrêté? Donc là, pour revenir sur ce que disait Brigitte, on peut choisir des jours fixes. On peut aussi choisir, il y a aussi possibilité de mettre des jours flottants. Donc, vous ne pouvez pas forcément dire le 14 avril, vous pourrez télétravailler, etc. Mais peut-être plutôt dans un schéma de télétravail véritable, se dire vous pouvez télétravailler le lundi et le vendredi. Et puis, éventuellement, si vous choisissez d'utiliser les jours flottants, comme son nom l'indique, c'est un jour flottant, donc il n'y a pas de prédétermination de la date ou du jour de la semaine où vous allez télétravailler. Voilà, donc n'hésitez pas sur le chat. Là aussi, il n'y a pas de règle. L'arrêté, est-ce qu'on doit le reprendre tous les ans? Est-ce que après, c'est en fonction aussi si le fonctionnement du télétravail change et est modifié ou pas, en fait. Ouais. Ça peut fluctuer énormément. À la pratique, on s'aperçoit aussi que on a des réflexes quand on met en place le télétravail. On aime bien avoir, par exemple, toutes les personnes de l'équipe qui télétravaillent pas forcément le même jour, mais on s'aperçoit aussi à la pratique que c'est pas plus mal que tout le monde ou une grande partie de l'équipe télétravaille parce que ça implique que sur d'autres journées de la semaine, tout le monde est là en physique, en présentiel. Donc voilà, c'est après votre expérience qui va vous permettre de mettre à jour votre protocole en fonction aussi du vécu de télétravail véritable. Hein, on parle plus de Covid-travail, mais de télétravail véritable. Enfin, nous, on a fait l'expérience. Effectivement, au départ, on se disait personne ne télétravaille en même temps. Et puis avec la pratique, on s'est aperçu que finalement, on n'avait aucun jour de la semaine où les gens étaient tous réunis physiquement. Ça peut poser des problèmes aussi. Ça peut ne pas en poser, hein, mais voilà. Donc nous, on a redit, tiens, effectivement, on va peut-être plutôt faire télétravailler les gens en télétravail les mêmes jours ou le même jour, parce que comme ça, à contrario, ils seront présents aussi certains jours de la semaine, tous en présentiel. Voilà, je ne sais pas si on a répondu aux questions, Madame Coiratou, Madame Heitz. Question, il y en a encore qui arrivent, ouais. Pour les ASA Covid, il y a une question qui est posée par rapport, est-ce qu'il y a un nombre maxi de jours dans l'année, comme les gardes d'enfants malades où il y a 12 jours par an maximum? Là, il n'y a pas de limite. Je veux dire, là, on est en période de confinement. Pour moi, il n'y a pas un nombre limite d'ASA prévu. Bon, l'ASA Covid n'existait pas jusqu'à présent, donc il a été créé de par l'actualité et voilà, voilà. Donc non, il n'y a pas de limite. Ouais. Il y avait une question de Nelson. Oui, tout à fait. Sans délibération de télétravail, est-il possible? Alors, sans délibération de télétravail, est-il possible de prendre une décision temporaire l'autorisant? Oui, je pense qu'on a dû répondre. Oui, je pense qu'on parlait plutôt, Nelson, hein, si tu peux nous redire, mais c'est plutôt gérer le Covid-travail.
globalement, si vous n'avez pas de protocole télétravail, et même si vous en avez un, on est complètement hors protocole puisqu'on télétravaille 5 jours sur 5. En gros, c'est des informations, des notes de service ou des mails généraux qui essaient de cadrer au mieux ce Covid travail. Hein. Donc, on a une réponse positive de Dominique Toussaint là, sur Raon, sur la déclaration des Ircantec sur Net Entreprise. Donc, a priori, ça marche quand même. Enfin, en tout cas, Raon l'étape. Qu'est-ce qu'on a? Sylviane Remy. Ah oui, pardon. Non, Sylviane. Est-ce qu'il y a, oui, pour les ASA Covid, donc ça, c'était le On vient de le maximum. voir. La déduction éventuelle pour les déclarations des impôts sur le revenu concernant les agents en télétravail. Je vais réfléchir à cette question. Ouais, J'essaie de me souvenir. ça a creusé parce que effectivement, non, je peux pas vous répondre. Il faut qu'on regarde exactement ce qu'il en est. Donc en fait, c'est la Mais c'est question. une bonne question. Ouais, la question, c'est si l'employeur indemnise le télétravail, en Covid ou pas d'ailleurs, hein, voilà. Mais si on indemnise le télétravail pour les frais engagés par l'agent, hein, l'abonnement Internet, le chauffage, les fluides, etc. Cet argent-là, qui représente pas des sommes énormes, est-ce que ça rentre dans le revenu net imposable? Alors très honnêtement, comme c'est des remboursements de frais, un petit peu sur la logique des frais de déplacement, je suis pas certain, mais on vous donnera une réponse un petit peu plus fournie, Oui, on surtout va que se le renseigner. télétravail se développe, voilà. Mais moi je dirais, je m'avance peut-être un peu, mais très honnêtement, comme c'est des remboursements de frais, je pense pas vraiment que ça soit imposable. Mais on va vous redonner une réponse un peu plus argumentée. Et bien sûr, ça pourrait l'être aussi. On va la poser justement dans votre espace impôt.gouv.fr dans la catégorie particulier. On peut aussi poser la question puisque les déclarations d'impôt, je crois, vont arriver le 20 avril, la semaine prochaine. Ça mériterait qu'on fasse une petite réunion d'infos sur le télétravail uniquement, c'est-à-dire qu'il y a plein de questions qui se posent sur l'assurance, sur les impôts notamment, voilà. Donc ça pourrait faire l'objet d'une réunion, enfin une réunion spécifique, quoi. Ouais. Il y a trop de questions. Ouais. Voilà. Sur les arrêtés télétravail, donc oui, le télétravail en mode réel normal, oui, il y a un arrêté individuel, comme l'a dit Brigitte. Par contre, Covid travail, alors Là, c'est Covid ASA, d'après ce que je vois, ouais. non, Madame Coraton? Alors, pour une autorisation d'absence, effectivement, on peut faire un arrêté. Hein. Mais bon, en même temps, si on n'en fait pas. Dire un petit peu le chemin pour prendre les arrêtés. Oui, sur Agir, ça sera dans absence et en ajoutant un autre congé, il y a autorisation spéciale d'absence liée au Covid et en fonction des motifs, par exemple garde d'enfants ou personne isolement, il y a un modèle normalement qui est prévu dans Agir. Voilà. Donc l'édition de l'arrêté est relativement simple. Par contre, après, sur les notifications, parce que normalement, un arrêté, vous savez, c'est un acte unilatéral qui doit être notifié pour prendre sa valeur, on va dire ça comme ça. Alors, si vous avez des systèmes de signature électronique, c'est pas trop compliqué. Si vous en avez pas, bon, bah, vous aurez un arrêté, mais il va falloir l'envoyer par la poste. Enfin, ça paraît un peu lourd, mais en tout cas, l'édition de l'arrêté est possible. Hein, c'est ça, si je comprends bien. Ouais. Madame Salia, si j'ai bien compris, vous avez évoqué une éventuelle indemnisation pour la collectivité au titre des agents placés en ASA. Vers qui ou quelle structure devons-nous nous renseigner? Alors les ASA, pour les CNRACL, c'est clair qu'il n'y a rien du tout. Hein, on peut dire ça. Les CNRACL qui sont en autorisation spéciale d'absence Covid ou pas d'ailleurs, hein, c'est pour, le salaire est maintenu et voilà, il n'y a pas d'indemnisation. Pour les Ircantec, c'est Net Entreprise, c'est ça? Bah oui. Après, bon, il y a un lien, voilà, sur le site où il faut aller, donc ça on pourra lui envoyer. Ouais. Est-ce que les journées de formation en visioconférence, donc à son domicile, sont considérées comme du télétravail? Dans ce cas, faut-il une délibération, un arrêté? Alors, Quelle journée de formation exactement? alors par exemple, au CNFPT qui fait du distanciel, une formation à distance, pour moi, il y a la formation en elle-même est une autorisation d'absence, on va dire ça comme ça. Vous m'arrêtez si je dis des bêtises, mes collègues, mais c'est la convocation qui vous justifie que vous n'êtes pas au travail. Donc, qu'elle soit en présentiel ou en distanciel, quelque part, le fait de valider l'inscription d'un agent à un système de formation vaut autorisation d'absence pour formation. Donc là, il n'y a pas de, on ne fait jamais d'arrêté. Je ne crois pas qu'il en existe un tel motif, ASA formation dans Agir, je pense pas. Non. Donc, en fait, c'est le document qui permet à l'agent de ne pas être sur son lieu de travail, éventuellement, c'est l'inscription, sa convocation à la formation. Et c'est donc pas du télétravail, mais vraiment des journées de formation.
Donc là, votre protocole de temps de travail, je ne sais pas comment il précise les choses, si vous en avez un, mais les journées de formation, est-ce que c'est le temps réellement passé en formation qui est comptabilisé comme temps de travail ou est-ce que c'est un forfaitaire, etc. Ça, faut voir en interne. Mais en tout cas, la formation n'est pas du télétravail. C'est une formation, déjà, qui peut se faire en présentiel ou en distanciel. Donc, pas besoin d'arrêter pour répondre à la question. À la suite du tableau, peut-être. Oui, Madame Dieudonné me dit, oui, formation CNFPT. Je pense que le CNFPT va redéployer ou est en train de redéployer ou a déjà redéployé les formations en distanciel, puisque pour le coup, vous avez, je pense, tous reçu le message comme quoi les formations en présentiel sont interrompues au moins jusqu'au 15 mai. Je pense que toutes les collectivités, enfin peut-être pas toutes, mais normalement on a reçu des mails circulaires en fait qui disent, voilà, CNFPT au niveau national, je crois, ne fait plus aucune formation en présentiel jusqu'au 15 mai au moins. Voilà. Je pense que les questions ont été répondues. N'hésitez surtout pas à la reposer s'il y en a une Oui. qu'on aurait oubliée. Je me demandais s'il était peut-être, il y avait une question qui avait été posée sur le Framaform, une question garde d'enfants. Est-ce que je peux la poser maintenant? On va y venir. Ouais. Ah, D'accord, ça marche. Donc Ok. après, Ça ok, va très être bien. tout à fait d'actualité. Voilà. Je crois qu'on a la source des questions est tarie, mais n'hésitez pas, effectivement, comme c'est un fil, les questions tombent, donc si on en a loupé une, elles sont toutes en haut, on peut peut-être les avoir oubliées, donc n'hésitez pas à les copier-coller à la suite, il n'y a pas de problème, on essaiera de répondre Parler le plus possible. des gardes d'enfants. Alors, si on reprend la déclaration du président de la République, donc il y a la fermeture des crèches, écoles, collèges et lycées, donc à partir du 6 avril. Donc du 6 avril au 9 avril, on a eu les cours en distanciel pour tous. Du 12 au 23 avril, les vacances scolaires pour tout le monde. À compter du 26 avril, il y a la reprise en présentiel qui est prévue pour les maternelles et primaires, avec toujours les cours en distanciel pour les collégiens et les lycéens. Et à partir du 3 mai, normalement, c'est la reprise en présentiel pour tout le monde. Alors donc pour les positions des agents face à la fermeture des écoles, donc si les missions des agents ne peuvent pas être exercées en télétravail, et pour les agents qui ont des enfants de moins de 16 ans ou sans limite d'âge pour les enfants en situation de handicap, donc il est recommandé de placer ces agents en autorisation spéciale d'absence. Donc l'agent doit fournir à son employeur une attestation sur l'honneur, comme quoi il ne dispose pas d'autres moyens de garde et qu'il est le seul des deux parents qui assure la garde de son enfant. Pour les agents fonctionnaires moins de 28 heures et contractuels, il y a un arrêté dérogatoire qui est possible sur déclaramélie.fr. Donc ça va être à l'employeur de réaliser cette déclaration. Il va avoir un justificatif et ensuite il pourra demander les indemnités journalières via Net Entreprise. Oui. Et pour les missions qui peuvent être exercées en télétravail, donc il y aurait une autorisation spéciale d'absence qui serait également possible par dérogation lorsque l'enfant relève de l'enseignement primaire ou accueille en crèche. Et il appartient également au chef de service d'examiner, après la demande des agents, chaque situation individuelle en veillant à une juste conciliation entre les nécessités de service et les impératifs familiaux. Et il faudra également que l'agent fournisse un justificatif comme quoi il ne dispose pas d'autres moyens de garde et qu'il est le seul des deux parents qui assure la garde des enfants. Donc, il faudra bien évidemment étudier chaque situation au cas par cas, parce que là, dans les foires aux questions qu'on a, on parle bien d'agents jusqu'au primaire, mais les collégiens, par exemple 6e, 5e, ces autorisations spéciales d'absence pourraient également être accordées aux parents en fonction de l'âge de l'enfant. Oui, on pense aux devoirs, à l'aide aux devoirs. Mm. Souvent, les parents souhaitent bénéficier d'ASA pour accompagner leurs enfants qui sont collégiens, soit en 6e ou 5e. Donc, ça se comprend assez facilement. Oui, et puis, ou alors alterner télétravail, autorisation spéciale d'absence, télétravailler le matin, une autorisation spéciale d'absence l'après-midi, voir vraiment chaque situation au cas par cas en fonction des situations personnelles et professionnelles des agents. En tout cas, ces autorisations spéciales d'absence, elles ne sont pas comptées dans les autorisations spéciales d'absence pour garde d'enfants habituelles, en fait. Tout à fait.
Donc oui, mode de garde aussi, on peut peut-être parler de ça, c'est-à-dire que effectivement, on parle des fermetures d'écoles, de crèches, mais il faut penser aussi au mode de garde alternatif auquel les parents ont recours. Donc ça peut être le centre aéré, ça peut être l'après-midi récréative organisée par la collectivité, ça peut être aussi la garde qui était exercée par les grands-parents ou par des assistantes maternelles, etc. Donc si via l'attestation sur l'honneur qu'ils produisent, ils précisent qu'aucun mode de garde n'est possible et qu'ils sont un des seuls parents à pouvoir garder les enfants. Voilà, donc c'est le justificatif qui vous permettra de placer votre agent en ASA. Voilà, donc ce qui est recommandé en fait dans les circulaires ministériels ou dans les foires aux questions qu'on a pu lire, c'est d'avoir quand même une certaine souplesse de part et d'autre, c'est-à-dire que l'employeur doit aussi être conciliant, mais l'agent également de son côté peut-être proposer voilà, des solutions intermédiaires ou, comme disait ma collègue à l'instant, par demi-journée, proposer des solutions de ce type. Voilà. Pour la période des congés scolaires. Donc, contrairement à l'année dernière, il n'y a pas de décret ou d'ordonnance qui envisage d'imposer des vacances scolaires. Dans les foires aux questions, on nous indique que l'employeur territorial est invité à proposer, notamment pour les agents qui ont des enfants scolarisés à charge, qui n'ont pas encore posé leur congé ou qui avaient posé leur congé entre le 26 avril et le 7 mai 2021, la prise des congés pour la nouvelle période des vacances scolaires. Mais il n'y a aucun texte qui oblige, qui impose en fait de prendre des congés pendant cette période-là. C'est ça. Un petit rappel peut-être de la réglementation sur les congés, en dehors de toute ordonnance, réglementation ponctuelle liée au Covid, le décret sur les congés annuels, vous me dites si je me trompe, hein, Brigitte, mais c'est quand même la collectivité qui planifie les congés annuels des agents, après en avoir discuté avec eux, je crois. Enfin, j'ai plus l'expression exacte, Oui, mais donc l'idée il y a c'est… quand même une demande de l'agent. Voilà. On ne place pas en congé d'office les agents. Donc il y a toujours une demande de l'agent initialement. Donc là, c'est ce qu'ils veulent dire dans cette remarque, c'est que on peut inviter les agents à poser des congés. Donc s'il y a un refus de la part de l'agent, c'est compliqué, on ne peut pas lui imposer d'office. Bon voilà, c'est basé sur de la négociation en fait. Oui, sachant qu'il y a aussi des nécessités de service. C'est-à-dire, l'exemple typique, c'est par exemple une ATSEM, donc qui travaille essentiellement en temps scolaire. Évidemment, si elle veut poser des congés pendant les périodes scolaires, l'employeur va aussi lui dire, bah non, les nécessités de service imposent que vous ne posiez pas vos congés pendant les périodes scolaires. Donc, en fait, c'est assez ambivalent, mais en tout cas, c'est toujours la pose des congés, la planification, idéalement en discutant avec les agents et en regardant, en ayant en tête les nécessités du service. C'est ça. En fait, les solutions de garde qui avaient été trouvées par les agents initialement, c'est-à-dire avant que le calendrier des congés soit complètement bousculé, ne sont pas nécessairement transposables sur les nouvelles périodes. Donc, on peut comprendre aussi les parents qui sont en difficulté de devoir faire garder leurs enfants au pied levé et trouver d'autres modes de garde. Voilà, donc ce qui est préconisé, c'est de pouvoir fonctionner en maximum en mode alternatif, voilà, avec différentes possibilités. On a une demande de Ventron là sur une bonne question sur les agents de droit privé. Alors pour moi, ils relèvent du régime général, hein. On parle d'IRCANTEC, mais en fait le vrai terme c'est un agent relevant du régime général, puisque l'IRCANTEC n'est qu'une retraite complémentaire. Donc c'est vrai qu'on utilise le terme IRCANTEC, mais c'est les agents relevant du régime général, si on veut être juste, hein, c'est ça. Donc les contrats de droit privé feraient aussi l'objet de remboursement sur Net Entreprise. C'est une question, hein, je suis pas spécialiste paye, mais… Question, il n'y a pas très longtemps. Est-ce que les agents de droit privé peuvent bénéficier d'ASA? C'est pas si simple que ça. Ça veut dire que ça renvoie aussi dans le privé. Est-ce que ces personnels-là ont droit au chômage partiel, enfin à l'activité partielle aussi? Voilà, donc c'est pas si évident que ça. Bon, nous, on a tendance à répondre que c'est possible. Dans la mesure où l'agent ne peut pas travailler, parce qu'il y a une fermeture de service ou autre, ou il ne peut pas télétravailler, il faut bien placer l'agent dans une situation.
Voilà, nous, on ne connaît pas d'autres systèmes d'indemnisation ou autres qui soient prévus pour eux. Donc, Ouais, je sais pas s'il y a dans les collectivités, s'il y a déjà eu des déclarations nettes entreprises pour des apprentis, des PEC, des contrats aidés. Si jamais vous avez des retours d'expérience là-dessus, ça peut être intéressant. On a aussi une question sur est-ce que les ASA, les autorisations d'absence, fonctionnent pendant les congés scolaires? Est-ce que ça fonctionne pendant les congés scolaires? Donc, comment on peut répondre, aborder la question? Ben, c'est ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire oui. Enfin, moi, je dirais oui, puisque tout ce qu'on vient de voir, si l'agent fait la preuve qu'il ne trouve pas de mode de garde, que son conjoint ne peut pas garder l'enfant ou les enfants, qui fait la preuve qu'il n'y a pas de centre aéré, voilà, qu'il est complètement, je veux dire qu'il n'a pas trouvé de solution. Bon, ben voilà, je veux dire, la logique veut qu'on accorde l'ASA à l'agent, même pendant les congés scolaires. Ouais. Voilà, je dirais oui. Oui, une précision quand même sur les autorisations d'absence, mais globalement, tout motif, une autorisation d'absence, il faut qu'on soit, on est censé travailler et pour des raisons X ou Y, on a une autorisation d'être absent. Donc évidemment, c'était pas la question, mais c'est quand même bien de le rappeler. Les autorisations d'absence, elles ne peuvent être obtenues que pour des périodes qui sont censées être travaillées. On nous pose souvent la question pour. Effectivement, tout à fait. Voilà. Voilà, en fait, c'est du cas par cas, c'est-à-dire qu'il faut que chaque service RH étudie de façon un petit peu individualisée la situation familiale, etc. de l'agent. Ouais. Ce que l'on peut dire aussi, je ne sais pas si on l'a déjà abordé, je crois pas, les autorisations d'absence, mais ça je crois que ça va être dans les textes, il faut quand même que, alors si la personne n'est pas parent seul, mais aussi on octroie les autorisations d'absence sous réserve aussi d'avoir une attestation sur l'honneur, si je dis pas de bêtises, du conjoint, s'il y a un conjoint. S'il y a un conjoint, il faut aussi quand même prouver que c'est bien l'agent en question qui doit garder les enfants et que l'autre parent ne peut pas garder ces enfants-là. Hein. On est d'accord là-dessus sur. Oui. Ouais. Des fois, ça nous est arrivé aussi de préciser aux collectivités qu'on peut demander éventuellement une attestation de l'employeur du conjoint, qui précise que que le conjoint est au travail dans son conjoint est obligé entreprise. d'aller travailler, et voilà, il n'est pas en possibilité du tout d'être à la maison pour garder les enfants. Isabelle Rohr nous précise que effectivement. Ah oui, pardon, excusez-moi, oui. Isabelle Rohr, pardon, nous confirme qu'elle a déjà fait une déclaration pour un CEC, donc c'est un contrat emploi compétence, je crois. Donc c'est un contrat de droit aidé, donc régime général mais de droit privé. Et apparemment, elle a bien eu des remboursements indemnités journalières. Et je crois que oui, c'est bien par Net Entreprise. Sur Amélie, pardon. Amélie, ouais. D'accord, très bien, mais merci pour l'info. Ouais. J'ai remis un petit, j'ai trouvé ça sur servicepublic.fr. Il y a un petit article que j'ai mis dans le chat avec le lien direct qui en fait précise. Alors j'ai lu très rapidement, mais je crois qu'il y a un plafond à 550 € d'indemnisation par an et au-delà ça doit être imposé. Mais les 550 premiers euros, je crois que ça doit être ça, eh bien ne sont pas versés dans le revenu imposable. Mais on fera une note peut-être plus précise, récapitulative sur ce point. En tout cas, c'est le premier niveau d'information. Servicepublic.fr est quand même est très à jour, c'est quand même bien paramétré. Mais voilà, au-delà de 550 € par an, c'est-à-dire quand même à hauteur d'une cinquantaine d'euros par mois. Donc, ce qui est déjà pas mal quand même pour une indemnisation d'un mois de télétravail à hauteur de 1, 2 ou 3 jours. Bon, on n'est pas imposé. Mais on vous confirmera ce point-là, mais en tout cas, c'est déjà un premier élément de réponse, on va dire. Oui. Alors, il y a d'autres questions. Alors, nous avons un agent qui se retrouve sans moyen de garde pour son enfant de 2 ans sur la semaine du 3 au 9 mai. Donc, c'était les vacances initialement. L'agent était en semaine à 0 sur cette période. Comment pouvons-nous faire? Autorisation d'absence possible? Point d'interrogation. Et puis une autre question. Là, tout le monde reprend l'école. Ouais. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Je ne comprends pas bien. L'agent était en semaine à 0. Ça veut dire quoi, ça? Alors, je ne sais pas. Ouais. Ah oui, c'est possible. Le solde de congé est épuisé. Ah, d'accord. Ok. Oui, donc il n'a plus de congé possible. Mais la semaine là, donc normalement, il y a la reprise de l'école du 3 mai au.
enfant de 2 ans, donc ça doit être la crèche, là, Ah oui, peut-être. pardon. Donc Ah la oui, crèche, mais normalement les crèches rouvrent. Enfin, il me semble que Mm. c'est le 26 avril, si tout va Oui. bien. Oui, oui. normalement. Ouais. Ah, Donc c'est... après, je sais pas quel était son mode de garde. Ouais. Là, il n'y a pas de motif. Enfin, après, voilà, je sais pas qu'est-ce qui conduit le fait de ne pas avoir de moyens de garde, je sais pas. Ouais, l'assistante Alors, maternelle, c'est une assistante maternelle oui, tout à apparemment fait. qui garde l'enfant. Assistante Mais là maternelle. aussi, là pour le coup, les assistants maternels peuvent continuer à garder les enfants. Il y avait eu tout un imbroglio la semaine Oui. dernière. Je Ça a crois été que c'est ça. Mm. Voilà. Et alors il y en a une bonne question. Un parent qui est dans le Sauf- domaine médical, est-ce que le deuxième parent doit garder les enfants ou est-ce qu'ils peuvent mettre l'enfant ou les enfants dans les modes de garde dédiés au personnel de santé? Ça c'est une bonne question. Il faudra déjà voir si première Ah chose. ouais. On va peut-être Ouais, essayer de clore la première question, c'est-à-dire ah oui. pour la personne qui n'a plus de congé, voilà, pour la semaine du 3 au 9 mai, pour moi, on n'est pas dans comment dire, on n'est pas dans le confinement qu'on connaît aujourd'hui. Là, normalement, il y a la réouverture des crèches. Mm. Bon, mais les assistantes maternelles, alors peut-être que l'assistante maternelle a un souci, ne peut pas accueillir l'enfant. Hein. Bon, ça pour X raisons. Elle est en congé. Il y a écrit qu'elle est l'assistance maternelle, elle est en Ah, congé et d'accord. conserve ses congés. Voilà, elle vient de. Après, Ah oui. là, pour moi, on n'est pas dans un cas d'ASA avéré, quoi. Ça veut Oui. dire que l'agent doit se débrouiller pour trouver, soit il prend un congé par anticipation, Oui. si son employeur veut bien le lui accorder. Voilà ce que je proposerais. Après, Ouais, comme mais on n'est manière pas dans très le opérationnelle. cadre du confinement qu'on connaît, avec les mesures dérogatoires de, comment dire, de fermeture d'école, etc. Là, normalement, si tout va bien, le 3 mai, toutes les écoles rouvrent, Mhm. enfin, ou les crèches. Voilà. Oui. Ouais. Une Donc, pour petite moi, ça question, serait une autre solution, ça ne serait pas l'ASA. Voilà. Alors, ouais. pour la deuxième question, Il y avait une question. Net entreprise, c'est pas pour les agents CNRACL. Hein. CNRACL, de toute façon, vous n'êtes pas remboursé. Rien. Hein, pour faire simple, je crois que je peux dire ça comme ça, de manière très triviale mais réelle. CNRACL, c'est vous qui prenez en charge le salaire de l'agent et il est absent. Donc il n'y a pas d'indemnisation par la Sécu. C'était au premier confinement ou au deuxième, je ne sais plus, où la sécurité sociale, la CPM, disait qu'ils allaient indemniser les agents CNRACL. Ça devait être une ah oui, erreur de com, je oui, pense, oui, parce que tout au début, effectivement, effectivement, on a cru que ce serait possible, oui. ouais, et c'était un mirage en fait. C'était Donc, la question concernait un couple donc, avec un travailleur dans le domaine médical. oui, Alors, voilà. est-ce qu'ils peuvent faire garder leurs enfants dans un moyen de garde disponible pour les personnels de santé? Donc, effectivement, la préfecture a permis dans plusieurs collectivités du département de mettre en place des garderies ou des accueils scolaires pour les enfants des personnels soignants. Mais il n'y a pas que les personnels soignants, il y a aussi des personnels, ça peut être aussi bien des personnels des collectivités locales qui doivent assurer aussi un service minimum d'accueil. Donc, les enfants de ces agents pourraient aussi faire partie de ces garderies. Alors, la question, ce n'était pas ça, mais est-ce que est-ce qu'on peut faire garder les enfants dans ce mode d'activité? Je pense que c'est possible, mais je me demande si les deux parents ne doivent pas être, comment dire, contraints et ne pas pouvoir garder les enfants. Est-ce qu'il faut aussi une attestation sur l'honneur? Je ne sais pas exactement quelles sont les conditions pour accueillir les enfants dans ces types de structures. Donc ça, il faudrait se renseigner peut-être sur le site de la préfecture. Je sais qu'il y a la liste des écoles, enfin des communes qui accueillent ce style de garderie ou d'accueil. Je ne sais pas exactement, mais ça c'est à creuser. En fait, il faut faire la preuve qu'aucun des deux parents ne peut garder. La Enfin, logique je est là, oui. suppose que c'est Voilà. ça. Voilà. Alors C'est ça. après, après, comment justifier, c'est là où c'est compliqué, mais Vous ne pourrez faire que de l'attestation sur l'honneur. Hein. voilà, Je sais pas si je pense. je sais pas si les accueils pour les enfants des personnels soignants donnent des attestations de refus pour dire Ouais, ben voilà je peux pas, ils les veulent pas. En tout c'est cas ça. après le bon sens veut que Voilà. si on peut faire garder ces enfants Mm. et que le système d'accueil l'autorise, garde les enfants, bon bah on n'a plus de voilà. Alors il y a d'autres questions, Claire je sais pas comment on prononce. Est-ce qu'un agent divorcé qui n'a pas ses enfants à charge au titre de la CAF peut bénéficier des jours ASA? Grosso modo, peut-être que vous savez avec le SFT qui a vraiment la garde. Alors, En tout cas, l'idée c'est de demander une attestation au conjoint. S'il n'y a pas de oui. conjoint,
Le supplément familial de pour le traitement, coup, il fonctionne avec la notion d'enfant à charge de la CAF. Ça oui, suit. voilà, ouais. Donc là, si le parent n'a pas la garde des enfants, Il est peut bénéficier des jours d'ASA. Ouais. Après, bon, ça pourrait se concevoir, je ne sais pas exactement, mais sur le C'est des papier, c'est questions. un peu compliqué. Après, il faut connaître le mode le mode de garde pendant les vacances. Je suppose que, je veux dire, il y a des modalités qui sont prévues de garde entre les deux parents. Donc, est-ce que pendant les vacances scolaires, une semaine sur deux, l'enfant est gardé par tel ou tel parent? Donc, si habituellement, il y avait déjà ce mode de fonctionnement qui existait, bon, bah, pourquoi ne pas lui en faire bénéficier? Je ne sais pas, à voir. Ça s'apprécie. Là, on faut est dans examiner le cas par cas, mais vous connaissez vos agents, peut-être, enfin peut-être pas beaucoup, enfin voilà, mais faites au mieux, quoi, parce qu'on n'a pas de texte en tout cas qui prévoit ces situations ouais. complexes. En tout cas, l'idée c'est que voilà, si vous connaissez un peu vos agents, s'ils évoquent aussi leur réalité, de toute façon, les attestations sur l'honneur, ça vaut ce que ça vaut, donc faites au mieux. Madame Lefebvre nous dit que l'agent ne perçoit pas de SFT, donc on n'a pas ce niveau d'info. Monsieur Toussaint nous précise qu'effectivement, en tout cas, à Ramon-l'Étape, mais ça va être à peu près les mêmes règles partout. Dès qu'il y a un seul des parents qui peut justifier. Donc merci pour l'info. On forme une bonne équipe. On n'a pas les retours d'expérience terrain, ils sont irremplaçables. Merci Monsieur Toussaint. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Après, voilà, ça apprécie en cas par cas, mais. Ouais. Alors, est-ce qu'on a fini sur la première partie Covid? Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Il y a encore la dernière que Séverine va présenter. Oui, au niveau de la fermeture des services. Oui. Donc effectivement, il y a certains services qui ont dû être fermés, donc comme les crèches, les écoles, les centres aérés, les médiathèques, où effectivement ces établissements ne peuvent plus recevoir d'enfants ou de public. Donc dans ce cas, les agents, si c'est possible, il faut les placer en télétravail sur toute la partie de leur activité ou une partie. Si c'est pas possible, les collectivités, l'employeur va réaffecter donc l'agent sur des missions dans son cadre d'emploi ou dans un autre service. Donc effectivement, il faut que ça reste quand même cohérent au niveau de la réaffectation. Et donc s'il n'y a vraiment pas d'autres possibilités, dans ce cas-là, l'agent sera placé en ASA. Voilà, je pense qu'au niveau des fermetures des services, après, il y a peut-être éventuellement une piste, j'ai vu avec Brigitte, c'est la possibilité de mettre l'agent en mise à disposition dans une autre collectivité, au cas où si une autre collectivité aurait besoin d'agents. Oui, tout à fait, pourquoi pas. Ça serait une piste. Oui. Je crois qu'il y a Monsieur Cornu qui avait posé une question, c'était celle-ci. Un agent a posé des congés la semaine prochaine, elle souhaite être placée en ASA pour garder ses jours de congé. Est-ce possible? Ah, ça c'est… alors normalement, si l'agent a posé initialement des congés, l'employeur doit continuer à valider ces congés-là, sauf peut-être à les décaler si la date ne convient plus. Mais logiquement, si les congés ont été posés, ils restent posés. Oui. Voilà, donc on n'a pas à les transformer, l'employeur n'a pas à les transformer d'office en ASA si les congés ont été posés en avance. Habituellement, l'agent aurait pris des congés, c'est ce qu'on comprend. Voilà, donc les vacances scolaires habituelles, l'agent pose, je sais pas, je dis par exemple une semaine. Cette semaine-là, si elle a été posée initialement, l'employeur la conserve, c'est-à-dire va la conserver et va la déduire des congés annuels de l'agent. Il faut éviter les effets d'aubaine. Il n'a pas d'aubaine. d'obligation à les transformer en ASA. Ouais. Il faut éviter les effets d'aubaine. Justement, c'est intéressant de transformer des ASA où on ne perd absolument pas de salaire pour économiser aussi des congés. Mais après, ça pose des questions sur la consommation globale des congés sur l'année. Et voilà. Alors, c'est vrai que le calendrier des vacances scolaires, pour nous, en tout cas pour notre zone, a été chamboulé. Donc, effectivement, des gens qui avaient posé la première semaine de mai, qui n'est plus dans des périodes de congés scolaires, évidemment, on vous invite à être compréhensif et à vouloir décaler sur l'une des 2 semaines de congés scolaires en question, c'est-à-dire cette semaine et la semaine prochaine, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Mais la question de supprimer, surtout pour transformer ces congés en ASA,
comme ça, de prime abord, c'est bien tenté, je dirais. C'est ça, c'est Mais ce qu'on voilà. avait vu tout à l'heure. Voilà. Je sais pas si j'ai alors il y a beaucoup de questions, j'espère qu'on n'en a pas voilà. Un agent divorcé qui n'a pas ses enfants à charge peut bénéficier des jours ASA. Bon, ça, il Alors faut s'il qu'on n'a pas creuse, ses on enfants va à creuser charge, quand même, voilà, on va mais creuser, voilà. mais est-ce qu'on a d'autres questions? Un agent s'est absenté depuis la semaine dernière sans attestation justifiant son absence, il est dit pour la garde d'enfants, sauf que les 2 parents ont été vus ensemble avec l'enfant. Ah bah là, c'est un cas très particulier. Donc en fait, oui, enfin a priori, si quelqu'un a vu ses parents ensemble, est-ce qu'on peut en déduire que les 2 le gardent à la maison, tranquille? Bah, il Je faut sais pas, demander une très honnêtement, attestation sur l'honneur ouais, à l'agent. Il faut qu'il matérialise par écrit. Il ça va être faut quand même justifier son absence. Enfin, de façon statutaire, il faut quand même que ça soit clair. Donc la position soit transparente. Donc il faut lui redemander une attestation sur l'honneur. Bon ben voilà, s'il était vu, ben voilà. avec tout l'incertitude que ça peut comporter. Et là aussi, vous connaissez bien vos ouailles pour savoir qui peut essayer de profiter du système ou pas. Voilà. Donc là, je ne connais pas les gens, on peut pas se prononcer, mais une attestation sur l'honneur, c'est pas non plus. Vous pourrez pas faire d'enquête là-dessus pour refuser ou accepter. Hein. Donc c'est la fragilité du système. Monsieur Toussaint nous dit effectivement qu'ils ont déjà fait ça avec les mises à disposition d'agents pour Séverine. Effectivement, c'est très Oui. intelligent comme système puisque comme ça, le service public peut continuer quand même un petit peu et voilà, on peut s'arranger entre voisins. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Il y a une main levée, Sandrine Calmar, mais effectivement, si vous pouvez poser votre question sur le chat, ce serait impeccable. Je crois qu'on a dû répondre à peu près toutes les questions. Hein, s'il fallait, on peut Attendez, je passer crois au... que j'en avais vu une tout à l'heure qu'on a loupée, il me semble. Ouais. Où le conjoint est professeur, non? C'est pas ça? Ah Ah oui, oui, un oui. enseignant. Ah ça, je ne sais pas. Donc, Je ne saurais pas j'arrive plus à la répondre. retrouver, mais Pour un agent dont le conjoint est prof, l'agent peut être en ASA. Alors, est-ce que ben le oui, s'il prof fait a la une preuve, ASA enfin, je veux dire, lui-même l'attestation sur l'honneur va dire que le conjoint n'est pas en mesure. de garder les Alors enfants? là, en ce moment, forcément, ça dépend à quel moment on pose cette question. Là, on est en période de vacances Ah scolaires, oui, très donc juste. Ouais. bon là, c'est pas valable, évidemment. Mais bon, la semaine dernière, c'est pareil. On était en période de Du confinement, du c'était pas coup. les vacances, mais c'était quand même Oui. le confinement avec les cours à distance. Donc ça sous-entend que le professeur est aussi en charge d'organiser ses cours à distance, d'avoir des visios avec ses élèves. Donc il travaille aussi, quoi, et c'était une période de travail pour lui. Voilà, donc alors après, est-ce Ah. qu'il peut télétravailler et garder les enfants en même temps? C'est un vaste débat. Hein. Voilà, ce qui est recommandé aussi, c'est est-ce que la question à se poser, est-ce qu'on préfère que ces agents télétravaillent de façon plus ou moins dégradée, entre guillemets, ou bonne, plutôt que de voir son agent en NASA ne pas travailler du tout? Voilà, la question Ça, qu'on peut se voilà. poser. Là, il n'y a pas de texte qui nous C'est tout. dit il faut faire ci, il faut faire ça. C'est tout l'équilibrisme en fait de ces périodes de confinement. Et tout dépend aussi de l'âge des enfants. Un enfant de 13 Voilà. ans, ça ne se gère pas pareil qu'un enfant de 2 ans vis-à-vis du télétravail. Donc là aussi, quand vous connaissez vos agents, vous faites au mieux, quoi. Et il y a évidemment ni projet de circulaire, ni de réglementation qui vous dit voilà, on est sur quelque chose de complètement extraordinaire. Donc voilà, C'est faites ça. au mieux. Mais effectivement, vous avez le choix, comme l'a dit Brigitte, du télétravail dégradé, en mode dégradé, versus une autorisation d'absence où l'agent ne produit rien. Donc à vous C'est de ça. voir, à vous de voir au mieux. Voilà. Est-ce qu'on passe à la deuxième partie des petites infos, des brèves, on va dire ça comme ça, une deuxième partie des brèves. Et puis n'hésitez pas, s'il y a d'autres questions, vous les mettez sur le chat et on pourra y revenir après les petites infos diverses. Les petites infos. On fait comme ça, Brigitte, c'est bon? Oui, oui, Ou allez-y. il y a plus de. Ouais. Alors Après, les je ne sais infos pas s'il y a diverses. d'autres questions. Non. Ouais. Non, alors je peux peut-être terminer en Allez-y. conclure avec les termes de notre ministre. Oui. Pragmatisme, bon sens et bienveillance. Voilà. Doivent être les maîtres mots des employeurs publics pour affronter cette troisième vague épidémique. Voilà. Voilà. Merci Amélie, pas amélie.fr, mais Amélie de Montchalin, notre ministre de tutelle. Dans les infos diverses, on va peut-être commencer par juste un petit rappel, le lancement de la promotion interne, Brigitte. Il y a eu une actualité, newsletter, site internet.
tous C'est les ça. documents sont sur le site internet. Rappelez-nous peut-être juste la date de limite de réception par recommandé. Je crois que c'est Alors, ça, je suis hein, en c'est train par de rechercher recommandé. mon document que je ne trouve Ouais. plus, mais Bah, je vais combler et de pendant que le vous cherchez. retrouver. Oui, oui, je cherche, je cherche. Donc la promotion interne, donc elle a été lancée en tout cas sur notre site internet. Vous avez des circulaires qui vous expliquent quelles sont les conditions à remplir par les agents pour candidater à la promotion interne. Et sachez qu'il y a toujours des quotas très très restrictifs. Je crois que voilà, il y a un poste d'ingénieur, deux postes d'attaché, 3 postes de rédacteur, donc c'est quand même très limité. Je les ai pas tous en tête, mais il y a toujours ces quotas et avec beaucoup de dossiers de candidatures, donc beaucoup de frustration puisqu'il y a très peu d'élus et beaucoup de frustrés. On va dire ça comme ça. Donc là, Je suis c'est en train d'ouvrir lancé la et circulaire. donc Donc, tous les en ce qui documents sont en concerne les ligne. dates, alors, Allez-y. la date limite, c'est le 28 mai, c'est-à-dire que tous les dossiers devront nous être transmis avant le 28 mai 2021. Donc, ça doit s'effectuer par courrier en recommandé avec un R ou déposé sur place au centre de gestion. Voilà. Donc, vous avez sur notre site internet tous les dossiers à votre disposition avec le barème des cotations et puis notre nouvelle procédure qui a été mise en place pour cette année suite à l'établissement des lignes directrices de gestion par le président du centre de gestion. En ce qui concerne la promotion interne, voilà, donc ça c'est essentiellement ce qu'on peut dire. Pour le nombre de postes, vous avez aussi bien sûr la connaissance du nombre de postes ouverts pour 2021. Donc c'est bien ça, attaché 2 postes. Ingénieur, un seul poste, Frédéric. Oui, oui, je Ah, crois que j'avais pardon, dit ça. j'ai cru entendre Ouais. 2. Rédacteur 4 postes, Ah, technicien 4 2, postes. Mhm. technicien 2, éducateur des APS, il y en a énormément, 14. Voilà, donc je vous laisserai découvrir voilà, le document qui est tout à la fin de la circulaire. Ok. Ok pour ça. Alors juste, voilà, c'est plus une info. Alors, je pense assez intéressante qui va nous servir, qui va pas vous prendre beaucoup de temps. On va lancer une campagne par mail pour recenser les référents thématiques. Les référents thématiques, qu'est-ce que c'est? Eh bien, en fait, c'est les personnes dans votre collectivité qui s'occupent, par exemple, des carrières, ou alors qui s'occupent de la médecine, ou alors qui s'occupent de la protection sociale complémentaire, de la prévoyance, de l'assurance statutaire, etc. Et donc, le souhait de recenser ces personnes référentes, elle a juste un objectif, c'est de pouvoir cibler au mieux les personnes que l'on contacte par mail ou par téléphone, etc., de manière à pas vous inonder de mails ou de contacts pour viser les bonnes personnes, pour viser votre interlocuteur, donc je sais pas, dans les carrières, la médecine, la prévoyance, l'assurance statutaire, etc. Donc pour ça, on va lancer une campagne par mail où vous allez devoir, enfin, on vous invite à saisir l'identité des gens qui, dans vos collectivités, sont en charge de ces différentes thématiques. Alors, il est vrai, je vous l'accorde, que pour une secrétaire de mairie en milieu rural, eh bien, vous allez être la référente, et j'en ai bien conscience. Ça va pas changer votre vie, en tout cas, mais vous êtes la référente unique. Donc, vous allez être un peu, vous allez devoir répliquer vos coordonnées sur tous les thèmes. Par contre, dans des collectivités moyennes ou grandes, cela nous permettra, si on fait un mailing pour la prévoyance, par exemple, le maintien de salaire, eh bien, on pourra envoyer nos mails vraiment aux personnes qui s'occupent réellement et concrètement, opérationnellement dans ces collectivités moyennes ou grandes. Donc, juste pour vous donner un aperçu de ce que ça peut donner, un aperçu de ce que vous allez recevoir. Donc, je vais juste partager un petit coup mon écran. Si j'y arrive, forcément, ça va pas aller. Voilà, ça va être celui-ci. Voilà. Alors, est-ce que vous voyez mon écran? Oui, c'est bon. Voilà, ok. Je sais pas, je vais essayer de zoomer un petit peu, parce que voilà, j'ai la possibilité. Donc, c'est un formulaire où on va vous demander les 4 ou 5 référents principaux. Donc, par exemple, pour la gestion des carrières, pour la médecine, pour l'assurance statutaire, la prévoyance et la mutuelle santé, je crois. Et puis, il reste aussi l'ACP, le conseiller prévention. Alors, pour vous faciliter la saisie, donc vous allez mettre juste, on vous demande juste le nom, le prénom, la date de naissance, je vais vous expliquer pourquoi, les fonctions, donc je sais pas, secrétaire de mairie, responsable carrière, etc., l'email de la personne et son numéro de téléphone, et ainsi qu'une petite boîte à cocher pour vous contacter par mail pour être sûr que vous soyez OK pour recevoir les mails inhérents à la gestion des carrières dans mon exemple.
Vous avez aussi une petite fonction pour copier les données. Donc là, par exemple, si c'est toujours Monsieur Toto qui est le référent principal, on peut aussi, sur des référents principaux, remettre facilement ce référent qui, par exemple, le référent principal gestion des carrières. Et auquel cas, hop, le formulaire se recopie totalement, vous n'avez plus rien à saisir. Une petite précision sur la date de naissance. On a les dates de naissance de tous les agents dans Agir, c'est une donnée obligatoire, si je ne dis pas de bêtises. C'est juste faire en sorte que l'on valide bien le nom et le prénom de l'agent qui est dans Agir. Donc, c'est pour matcher des données. Donc, c'est juste une facilité pour nous pour bien raccrocher en fait ce référent à l'agent qui est enregistré dans Agir. Voilà, je ne sais pas si je suis très clair, mais l'idée, c'est donc voilà, pour ces 4 ou 5 référents principaux, vous pouvez mettre 2 référents, donc un principal et un secondaire. Donc dans les petites communes, généralement, il n'y a qu'une personne, mais dans les moyennes et grandes, il peut y avoir éventuellement deux référents. Alors si vous en avez besoin de plus, il faudra juste nous contacter par mail. Et donc vous allez juste devoir, avec cette petite fonctionnalité, hein, par exemple pour les secrétaires de mairie, eh bien, dupliquer en fait le référent sur les différents champs de saisie. Il y a 6 champs de saisie et une petite boîte à cocher. Et une fois que vous avez saisi tous ces référents, eh bien, vous aurez ce petit bouton envoyer le formulaire. Et donc voilà, donc le message a bien été envoyé, ce qui va nous permettre vraiment de cibler nos mailings et de ne pas vous embêter sur des sujets qui ne vous concernent pas parce que c'est votre collègue ou vos collègues par ailleurs qui sont en charge de la thématique. Donc l'idée, c'est vraiment d'alléger les mails. Pour les secrétaires de mairie qui sont toutes seules, qui sont référentes pour tous les sujets, vous n'aurez pas beaucoup de changements, c'est-à-dire que vous recevrez autant de mails qu'aujourd'hui. Bon, après, vous savez gérer la quantité d'informations, mais je pense que c'est vraiment pour cibler au mieux et puis aussi peut-être pour avoir vos coordonnées directes, vous qui gérez vraiment au quotidien ces thématiques-là. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions sur les référents, donc ça devrait partir d'ici 2 petites semaines. On fera des petits rappels et ces formulaires vont être envoyés, je pense, 2 fois par an. Une fois que vous les aurez saisis, on va les faire tous les 6 mois, on va vous les renvoyer. Et si les référents n'ont pas changé, ce qui est quand même la majorité des cas, eh bien, vous aurez juste à valider le formulaire. Ou alors, si un agent nouveau est arrivé ou si la secrétaire de mairie a changé, eh bien, ça vous donnera l'occasion de nous redonner les coordonnées, le nom, le prénom, et éventuellement le mail nouveau de ce nouveau référent. Donc ça va vraiment vous prendre, je pense, que quelques minutes, hein, même pas, je pense qu'en 2-3 minutes, ça peut être saisi, puisqu'il y a cette fonctionnalité de duplication des données pour copier et très rapidement passer à autre chose, parce qu'on a bien conscience que vous avez plein de choses à faire par ailleurs. Mais ces données-là sont vraiment importantes pour nous, puisque tous les services, donc les carrières, la médecine, la prévoyance, l'assurance statutaire, auront vraiment une base de données de contact à jour et pourront cibler vraiment les bonnes personnes quand il s'agira de vous contacter par mail ou par téléphone. D'accord ? Voilà pour ce qui est de la petite info sur les référents. On a aussi une information, là aussi je vais refaire un partage d'écran. On développe aujourd'hui informatiquement, et ça c'est juste une information, on développe en fait la conception d'un portail informatique qui, entre autres, va vous servir à réaliser dans un premier temps, mais il y a plein d'autres applications qui vont arriver, mais qui vont vous servir à créer des livrets d'accueil hygiène et sécurité lorsque vous avez des agents qui arrivent dans votre structure. Donc, je vais vous montrer à quoi ça peut ressembler. Le résultat, c'est une saisie qui prend vraiment 2-3 minutes. Vous sélectionnez un petit peu les typologies de missions. Est-ce que c'est du technique? Est-ce que c'est de l'administratif? Est-ce que c'est du contact avec les enfants? Voilà. Et vous allez pouvoir, avec ce petit livret qui est accessible par Internet, donner un… Je ne sais pas si vous voyez mon écran. Vous voyez mon écran? C'est petit. Oui, ouais. Ah, c'est mieux là. Voilà, ça y est. Et vous allez avoir donc un livret hygiène sécurité qui va informer l'agent des risques qu'il encourt quand il exerce son métier. Et aussi des conseils, par exemple des équipements de protection individuelle. Très honnêtement, on l'utilise en mode test et ça prend vraiment 2 à 3 minutes pour éditer ce petit livret que vous pouvez imprimer ou envoyer par mail à l'agent pour le sensibiliser aux risques en fait auxquels il est soumis dans l'exercice de ses fonctions. Donc ça, c'est un élément qui est présent dans notre portail d'application. Donc le portail d'application, je ne sais pas si vous voyez toujours mon écran, mais vous allez avoir, attendez, accueil, vous allez avoir un accès qu'on va envoyer, je vais vous expliquer comment, et qui va vous permettre
donc là, de créer des livrets d'accueil sécurité de manière très très facile. Très honnêtement, en 2-3 minutes, c'est fait. Alors, pour accéder à ce portail, vous allez me poser la question, elle est bonne. Comment on fait pour accéder à ce portail-là? Vous allez recevoir ces prochaines semaines, ces prochains jours, un mail dans votre boîte aux lettres électronique qui va vous demander si vous voulez créer un compte pour accéder à ce portail d'application. Donc, si vous n'êtes pas du tout intéressé, eh bien, vous ne répondez pas au mail, vous le supprimez, vous le classez. Si vous êtes intéressé, il y aura juste à appuyer sur un petit bouton et on va vous demander votre nom, votre prénom, votre mail, peut-être votre numéro de téléphone. Et vous validerez ce petit formulaire et par mail, vous allez recevoir l'identifiant et le mot de passe, et puis l'adresse de connexion pour accéder à l'écran que vous voyez ici et pour pouvoir éditer vos livrets d'accueil sécurité. D'accord? Et demain, on va avoir beaucoup dans ce portail-là, vous voyez, j'ai que 3 petits menus, mais on va avoir beaucoup d'applicatifs, à la fois peut-être pour gérer de l'assurance statutaire, de la prévoyance, et ce sont des outils informatiques qui sont créés par le service informatique. Donc la première brique, en fait, c'est le livret d'accueil sécurité qui a été développé par l'équipe informatique et le service prévention, hygiène, sécurité, et qui vous permet aujourd'hui d'éditer très rapidement des livrets d'accueil, donc comme celui que je vous ai montré, celui que je balaye en ce moment. Donc voilà, pour récapituler, un petit mail dans vos boîtes aux lettres. Si vous voulez créer un compte, vous appuyez sur un bouton, vous nous donnez quelques données et hop, vous aurez votre identifiant et votre mot de passe et vous pourrez très facilement, y compris pour les agents présents, ça peut être pas mal, hein, non, ça peut être pas mal de se pencher sur les risques qu'on encourt. Vous pourrez le faire aussi pour des agents qui sont déjà présents, mais dès que vous allez avoir des nouveaux agents, très facilement, vous pourrez leur donner ce livret d'accueil hygiène sécurité. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres, s'il y a des questions. Alors, j'ai un agent en police municipale à proposer en chef de poste. Ah oui, alors ça, c'est pour la promo interne. Donc, voilà. Oui, donc je pense que madame a dû voir la liste des postes ouverts et qu'il n'y a aucun poste en 2021 pour chef de service de police. Je pense que c'est ça la question. Donc, si malheureusement, il n'y a aucun poste d'ouvert pour 2021, il n'y aura pas de dossier à nous transmettre. Ça sera inutile puisqu'on ne pourra pas l'examiner, sachant qu'il n'y a aucun poste ouvert par cette voie-là. Donc, ça veut dire qu'il faut attendre malheureusement l'année prochaine et espérer des postes dans ce grade-là. Voilà. Donc, c'est compromis pour le moment. Voilà. Donc, ça fait aussi des frustrés parce que même s'il y a des quotas, il peut ne pas y avoir de poste créé par la promotion interne. Une dernière petite information sur le signalement. Donc, on rappelle le signalement, la gestion des actes de signalement des actes de violence et de harcèlement. Donc, le service a lancé sa campagne. On a déjà un petit peu moins d'une centaine d'adhésions, donc c'est vraiment quelque chose qui est important et qui est accessible par la réception d'un mail que je vais vous partager également et qui concerne et qui vous permet de faire adhérer votre collectivité après délibération. Donc là, bon, j'ai pris un exemple. Donc c'est ce formulaire-là d'adhésion avec le fait de joindre la copie PDF de votre délibération et de votre convention d'adhésion qui vous permet d'envoyer tous ces documents d'adhésion au service carrière, hein, d'ailleurs de Fanny Petitfour et de Brigitte Valdener. Donc cette adhésion va faire l'objet de relance. C'est vraiment quelque chose qui est important. Alors, je ne sais pas si c'est un effet lié à la création de cette mission-là, mais on a quand même pas mal de questions et des situations qui sont un petit peu complexes et qui peuvent être gérées par le service du carrière instance paritaire, signalement. Et donc, l'adhésion se fait totalement en ligne et vous pouvez donc envoyer vos éléments d'adhésion en complétant donc ce petit formulaire. Il y a 2 PDF attachés, 2 petits scans, donc la délibération et la convention, et indiquer les dates de ces conventions et délibérations. Et toujours le même dispositif, le petit bouton envoyer pour envoyer au service gestionnaire. Est-ce qu'on peut rappeler, Frédéric, la consigne pour le téléversement des pièces en ce qui concerne la convention qui souvent dépasse la taille prévue pour… voilà. Donc, merci de scanner votre document déjà en noir et blanc et 200 dpi en taille maximale sur votre copieur. Ouais, les documents font 4, 5, 6 pages, hein, il n'y a pas beaucoup de pages. Si vraiment vous êtes coincé et que ça ne fonctionne pas, on peut aussi compresser. Il y a des sites qui compressent les PDF
voilà, qui permettent de compresser un petit peu la taille des documents. Donc, ça peut être une solution de repli. Voilà. Voilà. La solution initiale, enfin vraiment l'attention qu'il faut porter, mais même pour pas surcharger votre ordinateur, pas surcharger les serveurs, un fichier PDF de 5-6 pages, ça doit pas faire plus de 200-300 kilooctets quand même. Mais là, il faut une résolution qui est faible, 150 ou 200 dpi. Dpi, c'est l'unité en fait de précision du scan. Et ça paraît tout bête, mais effectivement, déjà un PDF de 5-6 pages qui fait 1 méga, c'est déjà que le paramétrage est pas bon sur votre copieur. Généralement, c'est les photocopieurs, les multicopieurs qui font ça, ou votre scanner. Mais même pour ce signalement, mais aussi pour l'état de santé de votre ordinateur, de votre serveur, il faut vraiment limiter la taille de vos PDF. Je sais pas s'il y a des gens qui ont des problèmes avec la DGFIP quand ils envoient leur flux de paye ou leur flux vers la DGFIP, mais souvent, si vous avez des PDF qui font plusieurs mégaoctets, ça surcharge aussi le réseau. Donc voilà, faut faire attention à ce point-là. Et 1 méga, c'est largement suffisant pour ces types de documents. Juste pour vous montrer, balayer un petit peu le formulaire de signalement, une fois que vous avez adhéré, il y a un formulaire qui est disponible sur notre site internet, alors que je vous partage là. Mais effectivement, le formulaire est quand même assez complet pour la personne qui veut signaler un acte de harcèlement ou de violence. Voilà, je le balaye juste comme ça pour information, pour vous l'ayez sous les yeux. Ça permet aussi de demander beaucoup d'informations dont aura besoin le service qui va instruire ces signalements, mais aussi ça permet aussi de préserver, voilà, s'il y a quelqu'un qui veut abuser un petit peu du système, il faudra quand même qu'il passe par un peu toutes les étapes de ce signalement-là. Tous les champs ne sont pas obligatoires, mais on essaie de demander le maximum d'infos pour aussi filtrer effectivement les signalements qui méritent de l'être, parce que l'idée, c'est vraiment de s'occuper des signalements qui méritent de l'être, parce que les faits sont graves et que c'est quand même une priorité du gouvernement. Donc, le formulaire est quand même assez complet. Il n'est pas imbuvable non plus. Hein, tout n'est pas obligatoire. Enfin, tous les champs ne sont pas forcément obligatoires. Mais il nous faut quand même un minimum d'informations pour commencer à traiter les signalements, hein, Brigitte. Oui, tout à fait. Ouais. Une petite information, vendredi, normalement, on va faire une relance de l'envoi de ces liens. Donc, il y a une autre campagne qui va intervenir vendredi dans la journée. Donc, Ouais. les collectivités qui n'auront encore pas, réagi ou voulu adhérer vont recevoir peut-être à nouveau un lien vendredi. Voilà. Voilà. Et l'URL de saisine, en tout cas, on peut aussi les demandes de renseignements, c'est signalement@cdg88.fr. C'est purement accessible, totalement gratuitement par les agents, donc via notre site internet et ce formulaire-là en particulier. Alors, sachant évidemment que normalement, il faut que la collectivité soit adhérente à ce système de gestion des signalements pour que ces agents, les agents qui relèvent de cette collectivité, puissent nous saisir. Mais très honnêtement, si les faits sont graves, on ne va pas non plus mettre la poussière sous le tapis en disant écoutez, votre collectivité n'a pas adhéré, allez voir ailleurs. Non, on va être quand même on va être assez proactif puisqu'il s'agit normalement de faits quand même d'une particulière gravité. Donc voilà, on aidera bien sûr les collectivités à soit adhérer rapidement et puis les aider dans la gestion de leur signalement. Et normalement, j'en ai fini avec mes informations diverses. Donc voilà. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Je crois qu'il y a des questions sur le chat. Oui, il y a des questions au sujet du signalement. En fait, il y a la mairie de Sapois apparemment qui a pris délibération pour conventionner avec le CDG, donc pour le signalement. Oui. Et lorsqu'ils ont voulu accéder au formulaire, ils ont cliqué sur le logo et ça leur a mis donc votre refus de répondre au formulaire a été pris en compte. Et donc la personne ne sait pas comment transmettre la convention et délibération. J'ai reçu le mail ce matin, je vais m'en occuper. Ouais. Donc, je vais certainement renvoyer un lien. Peut-être que la commune a refusé d'emblée lorsqu'on reçoit le lien. On peut refuser aussi systématiquement. Hein, Frédéric, c'est ça. On peut refuser en disant oui, ça tout à fait. Ouais. pas. Ou, voilà. Donc, je pense qu'il y a dû y avoir une manipulation peut-être un peu trop rapide. Et la collectivité a refusé et elle ne peut plus accéder du tout maintenant. Donc, il faut renvoyer un lien. D'accord. Dévalider et renvoyer un lien. Donc, je vais m'en occuper. Oui, Corinne Thierry demande si l'adhésion est obligatoire pour les petites communes. Alors, l'adhésion n'est pas obligatoire. Par contre, ce qui est obligatoire pour toutes les collectivités, vraiment toutes, c'est de gérer les signalements des agents de leur collectivité. Donc, si vous ne souhaitez pas confier cette mission au centre de gestion, ce qui est purement votre droit, il n'y a pas d'obligation, si un agent fait un signalement,
eh bien, c'est la collectivité qui va devoir passer pas mal de temps à gérer ce signalement-là. Donc, l'idée de le faire départemental, enfin, sur un ressort départemental, c'est justement qu'il y ait des gens qui soient habitués à traiter ces signalements-là, de manière à ce que vous ne soyez pas confronté à une énorme difficulté d'instruction, d'enquête interne, de tri des informations et des signalements de vos agents. Et là, les petites collectivités, statistiquement, sont peut-être moins concernées, parce qu'il y a moins d'agents. Plus vous avez d'agents, plus vous avez de probabilité d'avoir des signalements et des actes de violence ou de harcèlement, ça c'est certain. Mais par contre, on le voit aussi, c'est pas du tout que les grandes collectivités qui ont des signalements, hein. Donc là, donc voilà, c'est pas obligatoire, mais en tout cas, si un agent fait un signalement, eh bien, vous serez obligé d'y répondre, ça c'est clair. Et la préfecture est par le biais des consignes gouvernementales, avec les affaires, avec Samuel Paty, etc., renforce en fait ces systèmes de protection des agents publics, parce qu'on voit bien que c'est nous, les agents publics en général, territoriaux, d'État, hospitaliers, eh bien, on est malheureusement confronté de plus en plus à des faits de harcèlement ou de violence physique ou verbale. Et donc ça, ce qui est obligatoire, c'est de traiter en fait ces signalements-là. Donc je crois que les adhésions, Brigitte, c'est est-ce qu'on a, j'ai plus en tête le barème, pour 1 ou 2 agents, c'est gratuit, je dis une bêtise, ou c'est 25 €, je crois, par an. Je vais reprendre le Voilà. de tête Ou Cyrielle, si c'était mis dans le panorama, j'ai dessus. plus le panorama sous les yeux. Et donc c'est de l'ordre, je crois, de 25 € par an en termes de cotisation. En termes de cotisation pour les plus petites collectivités. Puis après, ça monte en tarif plus la collectivité est grande. Donc voilà, et j'ai vu qu'effectivement, il y avait des collectivités qui refusaient. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que vous serez obligé de répondre aux signalements avec une vigilance particulière. Les organisations syndicales au niveau départemental sont particulièrement mobilisées sur ces sujets de signalement, sur les sujets de déontologie ou de droit d'alerte aussi. Donc on a une panoplie en tout cas de services qui sont très mutualisés pour la déontologie, le droit d'alerte, peut-être demain les droits d'alerte écologiques, là, protection de l'environnement, et aussi les actes de violence et de harcèlement dans la fonction publique. Alors les tarifs, c'est pour de 1 à 2 agents, 25 € donc par an. 3 à 9 agents, 50 €. De 10 à 30, 150 €. 31 à 50 agents, 250. 51 à 100 agents, 350. De 101 à 250, 500 € et 250 agents et plus, 1 000 €. Voilà, pour les très grandes collectivités. Oui. Donc voilà, n'hésitez pas à relancer l'info. Et effectivement, si vraiment vous n'êtes pas intéressé, le bouton refuser en fait permet de nous indiquer de ne pas vous relancer. C'est vrai que s'il y a un refus du conseil municipal, ça vous évitera de recevoir des mails qui vous relancent en disant on n'a pas de réponse à notre proposition d'adhésion. Donc ça vous permet aussi d'économiser des mails et des relances inutiles puisque vous n'êtes pas intéressé, ce qui est totalement votre droit. Hein. J'ai pas de débat là-dessus. Hein. Alors Frédéric, on a oublié une chose, c'est que Sandy devait nous faire une petite information sur un texte qui est sorti il y a très peu de temps. Et voilà, je pense que c'est important pour les collectivités de le savoir. Voilà. Et là, après, on aura terminé. Oui. Alors, le 8 avril, il y a un décret qui est sorti qui ajoute des points d'indice majorés à certains agents de catégorie C à partir du 1er avril 2021. Donc, en fait, ça va concerner En fait, le but, c'est pour que les rémunérations soient supérieures au SMIC, qui a atteint le montant de 1 554,58 € brut depuis le 1er janvier 2021, et que les collectivités soient quittes de verser l'indemnité différentielle. Donc, il va y avoir 2 points d'indice majoré pour les indices majorés de 330 à 333 et 1 point pour les indices majorés 334 et 335. Donc, ça va concerner les 5 premiers échelons de l'échelle de rémunération C1, les 2 premiers échelons de l'échelle de rémunération C2 et le premier échelon du grade d'agent de maîtrise. Donc, dans Agir, les nouveaux barèmes ils sont mis à jour et on va prochainement mettre en place des arrêtés d'attribution de points majorés. Donc, on va faire une information fin de semaine ou début de semaine prochaine pour mettre en place ces arrêtés. Sachant ce que tu peux dire, Sandy, aussi, c'est que ça n'aura pas d'incidence sur la carrière en elle-même de l'agent. Oui, voilà, c'est juste sur la rémunération. En fait, les indices bruts ne vont pas évoluer. C'est juste les indices majorés de ces agents-là. Donc, juste pour la rémunération. L'échelon ne change pas, l'indice brut ne change pas.
seul l'indice majoré. Voilà. Oui, juste un petit rappel de base. L'indice brut, c'est l'indice de carrière pour éventuellement comparer ce qui n'est pas comparable. Mais surtout, l'indice majoré, l'IM, c'est effectivement un nombre en fait que l'on multiplie à la valeur du point d'indice, qui est aujourd'hui à 4,69 € brut, et qui permet de fixer le traitement brut de base, traitement brut indiciaire. Donc l'indice majoré, il n'y a que l'indice de paye qui change. C'est Alors, ça, pour hein. les contractuels, Sandy, quel sera l'impact Alors ça aussi? s'applique surtout aux fonctionnaires. Je crois pas que ça Est-ce soit que obligatoire. voilà, c'est pas obligatoire, donc ça reste le principe de base, c'est-à-dire si la collectivité entend comment dire faire profiter aussi ses agents contractuels des mêmes mesures, à ce moment-là, il faudra faire un avenant, c'est ça? Oui, c'est Ou ça. est-ce que ce sera pas nécessaire tout de suite? Ouais, on remettra dans la communication, mais Oui. normalement, si c'est appliqué, il faudra faire un avenant, oui. D'accord. Voilà, donc c'est pour cette dernière petite nouvelle. Et puis, ben, c'est une bonne conclusion puisque il y a pas mal de textes qui tombent et d'informations, de circulaires bientôt, hein, certainement, avec le déconfinement. Donc, on essaiera aussi de vous tenir informé par une newsletter Cyrielle qui paraît tous les vendredis. On peut peut-être dire un mot pour finir là-dessus, pour pas vous inonder de mails. Allez-y, Cyrielle. Oui, tout à fait. Donc, pour s'améliorer, essayer de vous proposer un petit peu moins de mails que d'habitude, on a décidé d'en regrouper. En fait, on regroupe les emails et on crée des sortes d'actualités de la semaine, de ce qui sort, ce qui est mis à jour sur notre site internet, ce qu'il faut mettre en avant donc pour cette semaine. Donc, c'est un rappel donc tous les vendredis de l'actualité hebdomadaire. Voilà, vous avez un condensé une fois par semaine des infos qui étaient peut-être éparpillées à droite à gauche. Alors c'est vrai qu'il y a une newsletter tous les vendredis. Si vraiment il y a des infos importantes, en particulier Covid, hein, qui tombent, effectivement peut-être si c'est vraiment important, on peut éventuellement faire un envoi très rapide pour vraiment coller l'actualité, mais au moins vous avez un récap tous les vendredis. Voilà. Tout à fait. Eh ben écoutez, alors il y a Dominique Toussaint, on va pas. Il y a une date butoir pour les avancements de grade rapidement, je crois, pour le retour des avancements de grade. Non, il n'y a pas de date Non, il butoir, n'y a hein. plus de date butoir, sachant qu'il n'y a plus d'avis de CAP. Donc ça, c'est un point positif pour les collectivités. Les avancements de grade, ils peuvent s'échelonner tout au long de l'année, en fait. Voilà. Ouais. Voilà, Donc on les vérifiera tout au au fil de fil l'eau. de l'eau. D'accord. Voilà, on a été un petit peu long, mais on a, je pense, répondu à beaucoup d'interrogations. Donc vous pouvez encore accéder à cette visio et au chat, hein, si on a répondu par écrit à certaines questions. Et on vous enverra bien sûr l'enregistrement de cette visio. Je vous souhaite une bonne continuation. À très bientôt. Les dates de prochaines visio, Cyrielle, elles sont fixées pour le mois de mai et juin. Alors, sauf chamboulement, hein, on pourra peut-être faire des visios très exceptionnelles si jamais l'actualité Covid est très particulière, mais je crois qu'on a déjà mis des dates au Au 11 11 mai. mai. Voilà, Oui. 11 mai et 15 juin, si je ne dis pas de bêtises. 11 mai, 15 juin, c'est les prochains rendez-vous. Toujours pareil, 14h30 en visio sur un lien qu'on vous enverra. Donc, quinzaine de jours avant. Mais vous pouvez déjà noter les créneaux. 14h30 le 11 mai et le 15 juin 2021. Voilà. Bon après-midi Merci à à tous. tous et merci encore pour votre attention. Merci à tous. Bonne fin de journée. Merci. Au Merci, revoir. bonne fin de journée.